Bonsoir, bienvenue sur Radio J, les enfants d'Abraham, votre émission de débat en direct et sans tabou et sans crainte, mais dans la courtoisie, la bienveillance qui sied à des enfants d'Abraham d'origine de cœur ou de pensée. Merci de nous suivre sur 94.8 FM sur Paris-Île-de-France et radioj.fr, bien sûr, dans le monde entier. Michel Zerbib au micro, et on va parler ce soir d'un sujet évidemment qui vous passionne chaque jour sur Radio J, c'est d'Israël, à l'heure où nous allons célébrer dans quelques heures le Yom Ha'atzmaut, c'est-à-dire le jour d'indépendance, le 73e anniversaire de l'État d'Israël. Et ce soir, c'est le Yom HaZikaron. On y reviendra d'ailleurs avec nos invités dans quelques instants. Jour extrêmement important pour Israël et les Israéliens. Eh bien, c'est l'anecdote un peu de l'actualité avec une joie qui peut être un peu gâchée si l'on regarde les graffitis antisémites sur les murs de Sciences Po à Paris, l'une des plus prestigieuses écoles françaises. Mais ce qui ne lasse pas d'inquiéter, c'est le déni aussi des pouvoirs publics à nommer ce nouvel antisémitisme des quartiers. En effet, le mot « koufar » qui a été inscrit signe l'intention derrière les morts à Israël. La haine d'Israël serait-elle portée aujourd'hui par les islamistes, l'islamo-gauchisme? On a eu l'occasion d'en parler. En quoi Israël n'aurait pas de légitimité à exister? Pouvons-nous supporter longtemps les campagnes permanentes du boycott par exemple, ce petit pays, grand petit pays, a occupé ces derniers temps les avant-postes médiatiques avec la gestion de la crise du Covid et une campagne de vaccination inédite et assez exemplaire. Ce petit État Startup Nation ne cesse d'innover, mais devra-t-il encore longtemps se justifier d'exister? Nous allons en parler ce soir avec nos trois enfants d'Abraham, à qui je souhaite la bienvenue dans les studios. Ce sont des regards différents d'une femme politique, d'une journaliste et d'un grand historien, mais attachés à Israël, à la France d'ailleurs, et comme toujours dans notre émission, des personnalités engagées. Bonsoir Martine Gozlan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le répète pour nos auditeurs, grands reporters, surtout au Moyen-Orient, en Israël particulièrement. Vous y êtes allé, je crois, une centaine de fois. En Afrique du Nord, depuis 30 ans, donc vous travaillez, vous connaissez cette région et cette problématique. Et vous avez écrit aussi beaucoup sur l'intégrisme islamique et sur Israël. Je rappellerai d'ailleurs le dernier livre sur le sujet qui s'appelle « Israël ». 7 clés pour comprendre. Votre devise, Martine Gozlan, ça reste combattre par la plume l'antisémitisme et Israël? Je ne combats pas Israël, je combats la haine d'Israël. Ça, c'est très clair. Le déni, vous l'avez très bien dit, Michel, et les contre-vérités. La guerre qui est faite sans arrêt aux faits, tout simplement au réel. Et puis on y reviendra, vous réservez aussi votre écriture à l'évocation de figures, de héros ou d'héroïnes plus particulièrement. On parlera peut-être d'Anna Chénès que vous avez écrite, c'est le destin tragique de cette héroïne d'Israël infiltrée chez les nazis. Et ce soir de Yom HaZikaron, ce sera l'occasion. Ilana Sicurel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Michel, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui députée européenne La République En Marche depuis février 2020, avocate, ancienne journaliste, qui connaît bien aussi le milieu de la radio. Vous avez été directrice de l'Alliance israélite universelle. Et ce soir, peut-être juste un mot pour rendre hommage à une des grandes personnalités, non seulement de l'Alliance israélite universelle, de la communauté juive, on peut dire de la France, et même de la médecine, avec la disparition d'Adi Steg. Oui, évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion que j'évoque cette grande figure, puisque j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à travailler à l'Alliance comme directrice de l'éducation, avant d'être directrice générale, il était président de l'Alliance à ce moment-là. Et je me souviens d'un homme très élégant, très gracieux, très modeste, et qui vous accueillait en fait à son domicile. Et il n'avait même pas besoin de parler, parce que je crois qu'il disait l'Alliance, il aimait vraiment l'Alliance. Il avait, tout en étant ashkénaze, et d'ailleurs c'est une grande institution qui a été créée par un petit groupe de juifs plutôt ashkénazes. Je parle devant un grand spécialiste. C'est Georges Ben-Soussan, que je vais présenter dans quelques instants. Et donc pour lui, il avait fait partie de ces grands visionnaires qui avaient compris, après la guerre, qu'il fallait reconstruire le judaïsme français. Et il avait compris la force de l'Alliance, qui était ce modèle de transmission
d'un attachement au judaïsme, à Israël et en même temps à la République, au savoir, à la science. Et il avait tellement de charme que je crois que quand il approchait les grands donateurs, parce que ça a quand même été aussi une de ses forces, c'est de réussir à lever des fonds pour l'Alliance, pour l'éducation, et pas seulement l'éducation des jeunes, mais il avait aussi compris l'importance aussi de l'éducation des adultes, à travers les programmes qui ont été portés par Shmuel Trigano, évidemment aussi la force de la bibliothèque, il a porté avec beaucoup de force aussi la bibliothèque. Donc c'était une vision du judaïsme qui passe par la transmission du savoir pour tous les juifs, avec une grande ouverture, mais moi je garde en fait ce sourire. Et peut-être une anecdote pour Georges, avant que peut-être lui-même n'évoque son souvenir et l'hommage qu'il veut peut-être rendre aussi à ce grand homme, ce grand médecin. Vous savez, il était tellement attaché à Israël que quand on a fait ce travail de recherche sur l'histoire de l'Alliance, eh bien, il se trouve, c'est un fait, que l'Alliance n'était pas à ce moment-là pro-israélienne, parce qu'à l'époque, pro-sioniste, c'était rare. C'était tout simplement une minorité de juifs très visionnaires qui avaient compris. Dans les années, on parle évidemment d'une époque, deuxième partie voilà, exactement. Et donc, il ne supportait pas l'idée. Il disait non. Donc, il y avait une historienne tout à fait sérieuse qui faisait état du fait que, en général, les dirigeants de l'Alliance étaient plutôt réservés à l'égard du projectionnisme, comme la plupart des Juifs de l'époque. Et il ne supportait pas cette idée. Alors là, il disait non, ça doit être une erreur. Ça l'irritait profondément parce qu'il y avait quelque chose. Il aimait tellement l'Alliance et il aimait tellement Israël qu'il avait beaucoup de mal à accepter, à recevoir cet état des choses qui faisait un peu offense à sa vision très harmonieuse du peuple juif. Voilà pour cet hommage, Ilana Sicurel. On va parler avec vous. On a compris déjà en vous entendant que Israël ne vous est pas étranger, loin s'en faut, bien évidemment, y compris dans vos fonctions aujourd'hui politiques de député de La République En Marche. Vous êtes d'ailleurs porte-parole aussi du mouvement. Je salue bien sûr l'arrivée de Georges Bensoussan. Très heureux de vous accueillir, Georges. Bonsoir Michel. Bonsoir, bienvenue. Alors vous présentez, ce sera un peu long, mais on va rappeler bien sûr que vous êtes historien de la Shoah, du sionisme. Vous avez dirigé la revue d'histoire de la Shoah Mémorial à Paris. Vous êtes un intellectuel engagé, pas seulement pour ce fameux livre « Les territoires perdus de la République » en 2002, et puis la suite aussi, il y a 2 ans, que vous dirigez donc cette équipe. Vous avez montré la résurgence de l'antisémitisme dans les banlieues, mais avec vos travaux sur le sionisme, sur l'histoire des Juifs en terre d'islam. Je citerai un livre, comme je l'ai fait tout à l'heure avec Martine Gozlan, un livre qui nous a marqué en 2008, Un nom impérissable, Israël, le sionisme et la destruction des Juifs d'Europe. Puisque je suis avec un historien et pas n'importe lequel, c'est aussi ce soir non seulement le Yom HaZikaron, le jour de souvenir des héros, comme on dit en Israël, tombés pour le pays, mais c'est aussi le 60e anniversaire du procès Eichmann. Et vous dites dans un de vos livres, Georges Bensoussan, que le procès Eichmann, mais la guerre des 6 jours et la guerre de Kippour, finalement, c'est un peu ce qui a inscrit le cœur de l'identité israélienne. Oui, tout à fait. C'est 12 années qui ont placé la Shoah au cœur de l'identité israélienne, ce qui n'était pas du tout le cas en 1948, où au contraire la Shoah était un souvenir, d'abord traumatique bien sûr, mais un souvenir à la limite refoulé, et où les rescapés n'avaient pas tout à fait le droit à la parole. En tous les cas, on ne les écoutait pas beaucoup. Et il a fallu ce triple choc du procès Eichmann, où tout d'un coup cette mémoire est devenue la mémoire de tout le peuple israélien, orientaux compris, séfarades et mizrahim compris. Et ensuite le choc de la guerre des 6 jours, où on a cru l'anéantissement à nouveau là sur la scène, et le choc de la guerre du Kippour, où là c'est pas le choc de l'anéantissement qui est revenu au premier plan, mais de la solitude. La solitude d'Israël en 73 au moment de la guerre du Kippour, tout le monde l'a oublié, mais pas les Israéliens. C'est-à-dire qu'au moment où l'armée israélienne était en proie à des difficultés logistiques terribles, de manque de pièces détachées et d'obus, tous les pays européens ont refusé le droit d'escale aux avions gros porteurs américains qui venaient ravitailler l'armée israélienne. Sauf un, le Portugal. Et ça a réveillé le traumatisme de l'abandon de 1942. Alors pour faire court, oui, vous avez raison de le dire, ces 12 années-là ont cristallisé la Shoah, qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu, avec le mur, avec le Kotel, un élément constitutif de l'identité israélienne. Et pas forcément pour le meilleur. Le Yom HaShoah, le Kotel, le mur dit des lamentations, comme on dit. Tout à l'heure, Ilana Sicurel le disait, votre dernier livre en date, c'est d'ailleurs une histoire de l'Alliance israélite universelle, 1860-2020. Les Juifs d'Orient, Lumière d'Occident, c'est votre dernier ouvrage. On va
en parler. On va parler bien sûr de cette histoire aujourd'hui importante. Alors je reviens sur ce qui nous amène ce soir en direct. En Israël, c'est un événement qui est extrêmement bien suivi, qui est extrêmement fort. C'est le jour du souvenir, du Yom HaZikaron, le moment important de la conscience des Israéliens. Je pense que Martine Gozlan, vous avez déjà assisté à ces moments très particuliers qui composent un petit peu, on peut dire, la spécificité du peuple israélien. Oui, parce que ça m'a ému d'entendre la sirène retransmise tout à l'heure. Et vous évoquiez, Michel, la personnalité de Hana Senesh, cette juive hongroise qui est devenue sioniste et qui est partie donc dans la Palestine mandataire et qui a incarné au plus haut l'amour de la terre d'Israël, une solitude aussi, celle des pionniers, des pionnières, parce que la place des femmes était très compliquée dans les kibboutz, et qui s'est retrouvée dans ce fameux commando qui a été envoyé par David Ben Gourion en Europe, composé de jeunes juifs européens qui avaient pour mission, dans un accord avec l'armée britannique, de sauter au-delà des lignes nazies. Et juste pour être brève, pour moi, la figure de Hana Senesh comporte deux éléments, et c'est pour ça que je me suis penchée pendant des années sur son parcours, du kibbutz Sdot Yam jusqu'à la ville où elle est née et où elle a été assassinée, Budapest. C'est parce qu'elle avait en elle-même, son destin portait les deux parts, la part diasporique, infranchissable, et la part sioniste, l'amour d'Israël et l'inguérissable exil de la patrie qui vous a chassé, que l'on porte en soi. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une problématique très actuelle. Et ce jour, bien sûr, est celui de tous ceux qui se sont battus pour qu'Israël vive et dont le souvenir est toujours vivant. Mais pensons aussi à tous les exils qui se sont métamorphosés, qui portent à la fois souffrance et espérance. C'est pour ça que c'est un jour de souvenir, d'espoir et de mélancolie. Vous écoutez Radio J, ce sont les enfants d'Abraham. Alors d'habitude, les enfants d'Abraham sont un peu différents. Ils sont des familles un peu différentes des enfants d'Abraham. Ce soir, il faut bien le dire, Ilana, vous n'allez pas me contredire. Il s'agit de presque des enfants d'Israël qui sont là autour du micro. Vous aussi, votre sentiment sur ce jour, sur Israël, sur l'identité forte d'Israël qui est souvent résumée dans cette cérémonie, le peuple qui se bat, le peuple qui a souffert, mais le peuple qui vit. Écoutez, moi je vais vous parler comme... Vous savez, on a toujours plusieurs identités, donc je pense que ce soir je vais essentiellement vous parler comme députée européenne. Exactement. Et je crois que il y a quelque chose qui se passe en ce moment qui me réjouit, parce que comme députée européenne, on peut être aussi très attaché à Israël et très conscient de tout ce que, justement, ces relations qu'on ne connaît pas assez entre l'Union européenne et Israël, qui sont très importantes. On en parlera peut-être plus tard sur Israël est le premier pays chronologiquement et aussi le pays, le principal partenaire de l'Union européenne en matière scientifique. Et technique, du fait justement de son potentiel. Donc c'est le premier hors Union européenne à avoir une relation aussi fournie jusqu'à aujourd'hui. Et sur un programme de 6 ans, ça se mesure à 1,04 milliard d'euros, c'est pas rien. Et c'est une très bonne chose. Moi, ce dont je me réjouis dans ce Yom HaAtzmaut qui arrive, qui pointe son nez, c'est que... parfois les mauvaises choses apportent des choses positives. On n'a jamais autant parlé d'Israël de manière positive depuis que justement Israël donne l'exemple en matière de vaccination. Et d'abord, il y a eu cette foi dans la science qu'ont démontré les Israéliens, qui dès le premier jour étaient tous partants. Et ça, c'est quelque chose de très très fort, cet attachement au savoir qui est au cœur en fait de la tradition juive. Et ce que je veux retenir, c'est que tout d'un coup, il y a Israël qui souvent est réduit à un conflit terrible, tragique.
Et pour beaucoup, ça se résume à ça. Pour d'autres, il y a des fantasmes, souvent porteurs de beaucoup de négativité, qui finalement aveugle sur la réalité qu'est Israël. Et je trouve qu'en ce moment, et profitons-en, il y a une espèce de surgissement d'Israël dans sa réalité et dans sa vitalité, dans tous les sens du terme, et qui frappe, je crois, tous les habitants de la planète, puisque on est tous frappés de ce même mal terrible dont on va bientôt se débarrasser. Il faut garder les yeux rivés sur l'espoir, parce qu'on va en sortir de cette pandémie, mais il y a peut-être des choses positives qui resteront. Et parmi les choses qui pourraient rester, c'est ce nouveau regard sur Israël. Et je crois qu'il faut toujours essayer d'installer cette connaissance d'Israël. Parce qu'en fait, souvent, la haine, le rejet d'Israël s'installe à partir d'une ignorance. Et c'est souvent d'ailleurs la même chose sur les Juifs. Et je crois que tous les gens qui vont en Israël, tous les gens qui découvrent la réalité d'Israël, la découvrent autrement. Et je voudrais partager, pour terminer, une anecdote. Dans quelques jours, je vais rencontrer, c'est plus qu'une anecdote d'ailleurs, pour moi c'est vraiment un horizon d'espoir, je vous en parlerai si ça donne quelque chose, une jeune femme que j'ai rencontrée par hasard, parce que dans le cadre de l'Union européenne, même quand on travaille par visioconférence, on rencontre plein de gens intéressants. Et c'est une jeune femme qui est d'origine arabe et qui est israélienne, et qui, semble-t-il, a fait des études très brillantes, et qui parle tout d'un coup de son rêve d'un Erasmus au Moyen-Orient, qui inclurait bien sûr Israël. Et tout d'un coup... Pour les études. Donc Erasmus, vous savez, c'est l'une des grandes réussites de l'Union européenne, et c'est ce programme de financement de la mobilité des étudiants, des chercheurs, des professeurs, mais surtout des étudiants. Et vous imaginez ce que ça veut dire, un Erasmus au Moyen-Orient qui inclurait Israël ? Extraordinaire, parce que c'est par la rencontre entre ces jeunes qu'on pourrait sortir de cet isolement d'Israël. Donc je la vois dans quelques jours, et moi, j'ai envie d'associer ce Yom HaAtzmaut à cette jeune femme que je vais rencontrer, qui fait mentir tous les préjugés qu'on peut imaginer, jeune femme d'origine arabe, brillante et rêvant d'un Erasmus au Moyen-Orient, incluant Israël. Ah voilà, c'est l'émission aussi, parfois des bonnes nouvelles, des bonnes annonces. Vous écoutez Les Enfants d'Abraham, nous sommes en très bonne compagnie avec Ilana Sikuel, que vous entendiez à l'instant, Martine Gozlan et Georges Bensoussan. On va continuer à parler, bien sûr, de ce pays d'Israël, la relation aussi avec la France, dans l'histoire et aujourd'hui, après une petite pause à venir. Les Enfants d'Abraham, votre émission de débat en direct, sans tabou, en bonne compagnie, on le disait, et on parle bien sûr du pays que vous aimez, d'Israël. On va parler de l'autre pays aussi qui est frisé sur nos antennes, c'est la France. Mais je reste un instant sur cette journée, sur ce moment de l'histoire, 73e on peut dire, Yom HaZikaron. Georges Bensoussan, vous revenez d'ailleurs d'Israël, hein, vous avez eu ce bonheur d'être pendant plusieurs mois en Israël. Vous êtes arrivé il y a quelque temps en France. Ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire cette ambiance d'Israël, cette façon de célébrer à la fois les moments difficiles, mais après de s'inscrire très directement dans la joie, dans la vie. Tout à fait. C'est quelque chose qui est toujours parlant aujourd'hui ? Toujours. Ce qu'a dit Ilana Sikuel est très juste à propos de la vitalité de la société israélienne. Son extraordinaire résilience, et alors que c'est un pays qu'on réduit au conflit, alors que le conflit n'occupe qu'une partie de l'actualité israélienne. Il y a bien d'autres conflits d'ailleurs internes à la société israélienne qui prennent le dessus, entre autres d'abord le problème social qui est considérable en Israël, et puis la relation entre les laïcs et les haredim, les orthodoxes. Ça, c'est une chose très importante. Et cette vitalité, on l'a vu lors de la campagne vaccinale. J'ai été témoin de cette campagne vaccinale. Je dois dire que j'étais en admiration devant la logistique israélienne, qui était à la fois faite d'une efficacité extraordinaire et une efficacité toute militaire. On voit bien le pays qui a l'habitude des mobilisations, et en même temps d'une bienveillance extraordinaire et avec une absence de lourdeur bureaucratique qui caractérise d'autres pays. Il faut savoir que ça se faisait très rapidement, très facilement, même s'il existe une bureaucratie israélienne. Il faut pas être naïf, elle existe bel et bien. Mais en même temps, il y avait donc une mobilité, une souplesse de la société israélienne, une adaptabilité qui est extraordinaire, qui force l'admiration, sans aucun esprit chauvin ou patriotique qui m'est complètement étranger. C'est indéniable. Mais je crois que vous vouliez dire un mot du Yom HaZikaron, c'est quand même très important. Absolument. De souligner, de rappeler que le Yom HaZikaron, est le jour du souvenir, rappelle que le sionisme a été une épopée qui a coûté très cher, qui a été très difficile. Je veux dire que cet État n'a pas été offert, comme disait Ben Gurion, sur un plateau d'argent, il a nécessité des sacrifices extraordinairement douloureux.
à toute la société israélienne, et en particulier aux pionniers des années 1880-1940, ceux qui ont vraiment bâti les structures de l'État sans lesquelles la décision de l'ONU du 29 novembre 1947 n'aurait embrayé que sur du vide. Ça a été une somme de sacrifices considérables pour tous ceux qui ont fabriqué Israël, qui ont fait Israël au jour le jour. On peut redire quelque chose, Georges Bensoussan, ce soir, sur la préparation, on peut dire les fonds baptismaux, les conditions d'existence, d'établissement de l'État d'Israël. Ça a été assez particulier avant d'arriver à ce fameux 14 mai 1948. D'abord, c'est une histoire très longue qui ne commence pas en 1920 ou même avec la déclaration Balfour, 1917. C'est une histoire qui remonte à au moins 1880-1882, qui s'est étalée sur plusieurs générations. Et en 1945, sans faire ici une historique du sionisme, c'est pas du tout le propos, mais en 1945, rien ne pouvait prévoir la création d'un État juif 3 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est un État qui est né au forceps, qui est né dans des conditions très douloureuses, très difficiles. Il s'en est fallu toujours d'un cheveu que l'État ne voit pas le jour. Et pas forcément à cause des ennemis traditionnels d'Israël, mais même des grands amis d'Israël, et en particulier les États-Unis. Ça, ce que le grand public ne sait pas, c'est que les États-Unis ont toujours été à 2 doigts d'empêcher la naissance d'Israël. Il faut, en ce moment... Je précise pour les auditeurs, entre 1945 et 48. 45 et 48. Mais vous le dites dans plusieurs de vos ouvrages, de vos recherches, de vos travaux, Georges Bensoussan, ça c'est quelque chose de fondamental, j'imagine, que vous pourrez redire ce soir, c'est que pour vous, l'État d'Israël, à aucun moment, n'est le résultat de la Shoah ou le cadeau fait aux Juifs par rapport à la Shoah. Certainement pas. D'abord, les Occidentaux ne sont pas, les classes politiques occidentales ne sont pas étreintes par un sentiment de culpabilité. Ça, c'est une vision a posteriori, ça qui nous rassure d'une certaine façon. Absolument pas. Ça n'existe pas. Au contraire, les Anglais s'abstiennent lors du vote du 29 novembre 1947 et les États-Unis sont à 2 doigts de voter non. Et il a fallu que Truman impose le oui, tout simplement parce qu'il était soumis à réélection au mois de novembre suivant. Donc il avait besoin du soutien de la communauté juive. Mais effectivement, s'il y a un lien de légitimité entre la Shoah et l'État d'Israël, il n'y a certainement pas de lien de causalité, c'est même l'inverse. L'État d'Israël a failli ne pas voir le jour à cause de la Shoah. C'est d'ailleurs Ben Gurion qui le disait dès 1942. Parce qu'il y avait moins de... Les gros bataillons qui étaient nécessaires pour construire l'État n'étaient plus là, ils n'étaient plus au rendez-vous. Tout simplement. Et Ben Gurion le disait très bien en 1942-1943. Il s'attendait à ce que l'Occident dise non à la création d'un État juif. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait plus de juifs. Aussi simple que cela. 73 ans après, il y a des Juifs, il y a des Arabes, comme le disait tout à l'heure Ilana, Martine Gozlan, et il y a un pays donc qui redore un petit peu son image, notamment dans cette campagne de vaccination du Covid, mais qui reste toujours avec des problèmes patents, c'est-à-dire la guerre, le problème palestinien. Et vous avez vu des évolutions, vous, ces dernières années, dans tous vos reportages, Martine ? Alors, est-ce qu'on parle des évolutions de l'État d'Israël, ou bien est-ce qu'on parle des évolutions de l'image d'Israël dont parlait très bien Ilana Sicurel ? Je voudrais juste faire une incise. L'évolution de l'image d'Israël, qui est absolument considérable, tout de même, il y a quelque chose que j'ai remarqué, moi, au cours de cette année. Où sur le plan géopolitique, il s'est passé quasiment un tremblement de terre, c'est-à-dire les accords d'Abraham. Voilà. J'ai constaté qu'en France, les accords d'Abraham avaient été complètement minorés. C'est-à-dire, on commence à s'y faire. C'est-à-dire, la presse, les médias commencent à s'y faire. Mais c'est exactement comme si les fondamentaux de la diplomatie française, les fondamentaux du regard français sur le Moyen-Orient ne pouvaient pas se remettre au goût du jour. Ces accords d'Abraham, ça a été traité de façon très, très épisodique. Il a fallu presque avec désinvolture. Ce sont des accords de paix importants. Des accords de paix, c'est bien sûr. C'est-à-dire que c'est la reconnaissance. Vous, Martine Gozlan, modifié une partie de la région que vous suivez depuis 30 ans. Bien sûr. D'ailleurs, il y a 3 ans, quand j'ai écrit mon livre sur les 7 clés d'Israël, je le mettais en pointillé déjà parce qu'on commençait à sentir une espèce de fléchissement du côté de l'Arabie Saoudite avec justement la montée du danger iranien. Mais il a fallu, je note avec amusement qu'il a fallu, il y a quelque chose comme il y a un mois, un petit éditorial dans Le Monde qui expliquait que oui, il y avait quand même eu un changement considérable. C'était la première fois. C'est-à-dire
mais vraiment la première fois. C'est-à-dire que tout a été... et ça, en tant que... en tant que journaliste, ça m'a vraiment frappée, parce que je le voyais aussi autour de moi, de façon très proche. Ces accords d'Abraham ne pouvaient pas, ça gênait aux entournures. Ça gênait de voir que, effectivement, le problème palestinien, qui doit être résolu, bien entendu, la question palestinienne, la reconnaissance de l'autre par l'autre, c'est le problème fondamental de la géopolitique et la base d'un espoir de paix. Mais ça n'est pas la clé principale. Il y a quelque chose d'autre, c'est-à-dire que voir l'État hébreu s'intégrer dans la région, ça, c'est quelque chose que les voix françaises, les voix autorisées, avaient du mal à comprendre. Et ont toujours du mal ? Toujours, je le pense. Enfin, j'espère que c'est en train d'évoluer. Ilana Siturel, qui représente aujourd'hui le parti fournir, en place au pouvoir. Voilà, je dirais pour nos auditeurs, d'ailleurs, que vous aviez rencontré le président de la République, qui à l'époque n'était pas président, était ministre en 2015 dans un voyage en Israël. Emmanuel Macron, donc on va peut-être avoir quelques informations sur aujourd'hui, sur le sentiment du président de la République aujourd'hui, de cette politique, ce que vient de dire à l'instant Martine Gozlan. C'est quand même intéressant. Est-ce que la France est restée toujours dans ces mêmes présupposés du Quai d'Orsay ? Alors, ça m'inspire beaucoup de choses à vous dire. Évidemment, je vais devoir un peu choisir, mais puisque vous rappelez en fait effectivement cette première rencontre qui a eu lieu avec le président Macron, alors à l'époque ministre de l'économie, que j'avais invité à Mikvé Israël. Ce qui m'avait frappé, c'est l'école de l'Alliance. École de l'Alliance, et qui était un projet franco-israélien. Donc j'avais réussi à convaincre. Je venais d'être directrice générale de l'Alliance et j'étais assez fière d'avoir convaincu le ministre de l'économie que c'était absolument une étape incontournable. Et il avait demandé à rencontrer des Français qui avaient décidé de faire leur alia, donc de vivre en Israël. C'était sa demande, donc j'ai réuni 300 personnes, et il leur a adressé un message très fort. Ce message, il était depuis quelques heures en Israël pour la première fois. Et c'est sa grande force, en fait, à Emmanuel Macron, c'est qu'il perçoit les choses de manière très forte. Et il a dit une chose qu'on ressentait, je crois, très fortement, nous tous qui connaissons Israël et qui avions à l'époque l'impression que notre pays, la France, était en train de décliner. Il a dit « Je comprends ce qui vous rattache à ce pays, c'est cette extraordinaire vitalité, cet esprit d'innovation. » Eh bien, souvenez-vous que la France en est aussi porteuse, et aidez-moi à le réveiller aussi dans notre pays. N'oubliez pas votre origine, c'est une force inouïe. Et même si on a beaucoup de problèmes dans ce pays, aujourd'hui, il n'empêche que, ramenez-vous en arrière, c'était en 2015, cette phrase-là, aujourd'hui, il y a peut-être des problèmes, mais on n'est plus dans cette situation. C'est-à-dire que le pays a quand même bougé. Vous voyez, cet esprit d'innovation, ça fait mal, parce qu'on est en train de se ramener un petit peu à la vie. Mais je crois que cette phrase-là, elle m'a beaucoup frappée. Alors maintenant, pour répondre à Martine, pour réagir à ce qu'elle a pu développer, je suis pas complètement d'accord. Je partage évidemment le constat qui est qu'on a très peu parlé des accords d'Abraham. Je suis pas sûre d'avoir la même analyse. C'est-à-dire, souvenons-nous, ça date, toutes les étapes de paix entre Israël et ses voisins, à commencer par ce voyage extraordinaire de Sadat. Je crois que tout le monde a été pris à la gorge, les Israéliens en première loge, mais en France aussi. Les accords d'Oslo, souvenez-vous, avaient soulevé beaucoup d'enthousiasme. Donc je ne crois pas, je ne suis pas aussi pessimiste. Voilà, 77-93, on resitue pour les plus jeunes de nos auditeurs. C'est de l'histoire contemporaine récente. Et vous dites qu'il y a eu donc une vraie... Je crois que les avancées de l'intégration d'Israël dans la région ne sont pas rejetées par principe, comme si finalement on voyait de manière un peu désolée cette intégration. Je ne crois pas. Simplement, je crois que les accords d'Abraham, qui ont beaucoup de bons aspects, et je crois que le président Macron lui-même a dit qu'il y a beaucoup de choses positives dans cet accord, porteur d'espoir, etc., ont mis un peu mal à l'aise, parce que, rappelez-vous, on a déjà oublié, parce qu'on est déjà dans l'époque Biden, mais Trump et la diplomatie, c'était un peu particulier quand même. C'était une espèce d'unilatéralisme qui...
bien sûr, était porteur de choses-là, en l'occurrence positives, mais qui, effectivement, faisait totalement l'impasse sur le conflit israélo-palestinien. Et puis, il y avait un côté, c'était spécial quand même, la diplomatie selon Trump. Donc, je crois que les gens il y a eu un peu un malaise lié un peu plutôt au processus qu'au résultat. Et maintenant, le résultat est là, il est extraordinaire. Je suis d'accord avec vous qu'on n'en parle pas assez. Ça n'est pas dit que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir que, si vous voulez, on a tous vu des séquences d'avoir Israël qui petit à petit est en train de dresser des ponts et d'être très progressivement accepté par ses voisins et par le biais de l'économie et peut-être demain de la jeunesse, comme je le disais tout à l'heure. Vous écoutez les enfants d'Abraham, on parle des accords d'Abraham, on va en parler aussi avec le regard de l'historien Georges Bensoussan sur cette histoire qui se fait en ce moment. Vous êtes l'histoire du sionisme, spécialiste de l'histoire du sionisme et d'Israël. On va juste faire encore une petite pause et promis, on se retrouve dans quelques instants. Radio J, les enfants d'Abraham, nous sommes en direct dans notre émission de débat, évidemment débat très courtois aujourd'hui, on parle d'un sujet fondamental, Israël, sa relation aussi avec la France. On parlait il y a quelques instants avec nos invités de ces fameux accords d'Abraham dont on parle beaucoup sur notre antenne, beaucoup moins sur d'autres, et notamment en France. Je voudrais avoir quand même l'opinion de l'historien, mais de l'homme engagé dans le présent aussi, qui est Georges Bensoussan, qui revient d'Israël. Ces accords d'Abraham, ce sont vraiment des accords historiques, et on utilise ce mot ? Tout accord de paix, de normalisation avec une partie du monde arabe est un accord historique important. Donc c'est une très bonne chose, ces accords d'Abraham, même si il faut quand même reconnaître que c'est avec la périphérie du monde arabe. Le Maroc est très loin du champ de bataille. Ça, c'est une chose. Je reviens sur ce qu'a dit Martine tout à l'heure, à savoir qu'effectivement, en France, j'ai quand même suivi l'actualité française, même si j'étais pas en France, que ça n'a pas eu un très très grand écho. Alors, il faudrait s'interroger, à la suite de Martine, de savoir pourquoi il est nécessaire de maintenir une image négative d'Israël, comme si on avait du mal à admettre que l'État pouvait être intégré dans la région. Bon. Vous dites qu'il faut toujours, aujourd'hui, il y a une sorte de... Alors, il y a des résistances. Non dit. Oui, mais c'est pas vrai de toute la société française, c'est vrai d'une partie de la société française, c'est vrai d'une partie du monde occidental, c'est pas vrai de tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la campagne de vaccination réussie par Israël est insupportable à certains, c'est ça ? Non, ça peut être un facteur d'admiration et tout, mais encore une fois, ce facteur d'admiration, il ne faut pas se faire d'illusions, dans un an, il sera oublié. Pourquoi ? Parce que cette image négative, elle répond probablement à une nécessité politique, à une nécessité psychique. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se bercer trop d'illusions. Il y a des invariants, il y a des lourdeurs dans l'histoire anthropologique des hommes, des sociétés, qui fait qu'on n'est pas forcément sorti du tunnel. Donc, pour les accords d'Abraham, j'y reviens. C'est très bien, c'est une très bonne chose. On ne va pas faire la fine bouche et aujourd'hui bouder son plaisir, mais en même temps... Les Émirats Arabes Unis, Dubaï, le Maroc. Mais en même temps, il faut essayer aussi de s'interroger sur le refus anthropologique qu'a le monde arabe de l'existence d'une indépendance politique juive sur cette terre-là. Et ce refus anthropologique-là, il n'est pas prêt d'être surmonté. Donc c'est pour ça que je ne veux pas faire ici le casseur de bonne ambiance, mais il faut quand même revenir à des préoccupations très politiques et historiennes, ne pas se bercer d'illusions et savoir que sur le fond, c'est une très bonne chose, mais en même temps, les obstacles rédhibitoires à l'acceptation profonde, non pas de l'existence d'Israël, parce que je suis même obligé d'admettre que cette table existe, bon, mais d'admettre la légitimité de l'existence d'Israël, ça, on n'en est pas venu à bout dans le monde arabe. On est loin d'en venir à bout, oui. C'est tout. Et ce qui est important des régions que je suis plus particulièrement, comme l'Algérie, et surtout la Tunisie, la Tunisie, par exemple, où d'ailleurs il y a eu des incidents antisémites récents à Djerba, et tout cela, ça s'inscrit, le rejet d'Israël est quasiment constitutionnel, c'est-à-dire qu'il y a une volonté, il y a un dinosaure qui a été élu à la tête de la Tunisie, à la présidence de la Tunisie, c'est Kais Saied, qui est une sorte de survivance ossifiée vraiment du raïs arabe, du temps du nationalisme arabe, ça n'existe plus, tout est mort autour de lui. Alors ultranationaliste avec des tonalités antisémites. Une tonalité vis-à-vis de l'entité sioniste, on y est en plein, et il a eu des mots
des mots très étranges lors des... Vous savez, on a commémoré, dans la violence d'ailleurs, le 10e anniversaire des révolutions arabes et de la révolution tunisienne du 14 janvier 2011. Bon, moi j'ai suivi cette révolution, je l'ai couverte, je suis retournée en Tunisie à de nombreuses reprises. On appelait le printemps arabe. Le printemps, oui, bon, il s'est beaucoup, il a beaucoup grisonné, il s'est refroidi, etc. Bon, mais il y a eu des manifestations, la Tunisie va très mal, et là aussi, puisqu'on parle des enfants d'Abraham, bon, bah voilà, les petits cousins tunisiens, ils vont pas bien. L'Union européenne a beaucoup de mal à tirer un trait sur son rêve d'une Tunisie idyllique. Ça aussi, il faut le dire. Les résistances qu'évoquait Georges Bensoussan, vraiment les résistances, on ne peut pas dire, bah non, la Tunisie, c'est pas bien. C'est pas le discours qui s'y déploie est un discours totalement archaïque. Ce discours archaïque véhicule des éléments négatifs et antisémites tragiques. Tragiques pourquoi ? Pourquoi ça nous concerne en plein, nous, Français ? Oui. Parce que, évidemment, il y a un grand nombre de Français d'origine tunisienne, d'origine algérienne, où là aussi, il y a de gros problèmes dans le regard porté sur Israël. Sur la France, on l'a vu ces derniers jours, mais sur Israël aussi. Et il y a le reflet de tout ça sur notre propre population, nos concitoyens français qui ont dans leur héritage et dans leur regard le miroir tunisien, algérien. Donc Tunisie, Maroc. Est-ce qu'on peut dire un petit mot, c'est de l'actualité, oui, Israël, puisqu'on parlait de la campagne de vaccination et du Covid, apparemment a transité vers l'Algérie des vaccins qui venaient d'Israël. C'est quand même assez étonnant, sans aucun commentaire. C'est une affaire totalement folle. Alors, moi, j'ai écrit un papier sur un site d'ailleurs à destination du monde arabe et qui porte justement où on a intitulé ça avec mes amis algériens, Israël-Algérie, brisons les tabous. Et on a été hyper lus. On a vraiment été hyper lus, hyper légitimés, etc. Ça veut dire que très profondément, il y a quelque chose, il y a un certain nombre de gens qui ont envie de casser tout ça et qui ont envie et ça se voit simplement, les régimes eux-mêmes sont confortés par ce vieux ciment qui sert, ce cache-misère qui est la culpabilité d'Israël. Georges Bensoussan. Je vais dans le sens de Martine. Les régimes eux-mêmes, oui, mais pas seulement les régimes. Il y a dans ces populations jeunes en particulier, il y a une ambivalence. Il y a une soif de modernité, une admiration de l'Occident et même une admiration d'Israël, et en même temps une difficulté à admettre, comme s'ils étaient déchirés à l'intérieur d'eux-mêmes, comme s'ils étaient, en admettant par exemple Israël, alors qu'ils admirent à certains égards, mais qu'ils ne peuvent pas le dire, comme s'ils étaient des traîtres à leur communauté et forcément à ce qu'on appelle la Oumma. C'est une notion fondamentale si on veut comprendre le Maghreb et le monde arabe en général. Donc c'est très 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 nuancé, très ambivalent, mais l'idée d'un bloc monolithique de refus est fausse. Il y a effectivement une admiration sous-jacente, mais qui est vécue dans la culpabilité parce qu'elle entraînerait un divorce d'avec la communauté d'appartenance. Enfants d'Abraham, on parle d'Israël, on parle de ses relations possibles, futures, y compris avec des pays extrêmement hostiles qui sont toujours officiellement en guerre comme l'Algérie. Mais revenons sur un pays qui est le nôtre et qui, lui, est en paix, qui entretient des relations diplomatiques maintenant depuis le début, d'ailleurs, de la création de l'État d'Israël, depuis 1948. Ilana Sicurel, on revient peut-être un peu sur l'histoire. Vous parliez de ce qu'avait eu comme... sentiment, comme regard sur Israël, le président actuel Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a eu des moments, selon vous, dans l'histoire récente de la France qui ont été bien plus difficiles ? Par exemple, si on revient ne serait-ce qu'à la présence du président Sarkozy. On va faire un petit essai si l'on peut dire, historique de comparaison. Qu'est-ce qui vous semble la période la plus faste dans l'histoire de la relation entre la France et Israël? Après, on demandera aussi à la journaliste et à l'historien.
J'ai pas très envie de distribuer des médailles. Et puis, je vais citer par contre un diplomate israélien, je ne le nommerai pas, mais ça m'a fait plaisir. Alors peut-être l'a-t-il dit pour me faire plaisir, mais j'ai espéré à ce moment-là qu'il était sincère, qu'il avait fait justement une analyse des récentes présidences françaises et qu'il est arrivé à la conclusion que le plus favorable à Israël, c'était Emmanuel Macron. Ça m'a évidemment fait plaisir, mais il l'a un peu argumenté. Ce diplomate israélien, et il a notamment dit que, par exemple, la résolution qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, mais bien sûr inspirée par le président, d'adopter en fait la notion d'antisémitisme telle que l'Alliance internationale de la mémoire de l'Holocauste la suggère, c'est-à-dire que l'antisémitisme peut se traduire par l'antisionisme, a été adopté par l'Assemblée nationale. C'est quelque chose de très fort. Il l'a d'ailleurs rappelé lors de son dernier voyage en Israël. J'avais aussi l'honneur de l'accompagner. Il l'a rappelé en présence du président Rivlin, avec lequel il a des relations très fortes d'ailleurs. Et je crois que c'est très important, parce que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, si vous voulez, je ne veux pas pécher par angélisme. J'ai voulu apporter un peu de nuance à ce que disait Martine Gozlan, mais il est évident que le rapport Israël n'est pas un rapport qui est comparable à celui qu'on peut avoir avec d'autres pays. C'est cela que traduit en fait cette manière de condamner l'antisionisme. Ceux qui ne veulent pas comprendre ce texte vous disent mais pourquoi Israël serait le seul pays qu'on ne pourrait pas critiquer? Il suffit de lire la presse française pour voir que c'est tout à fait autorisé dans notre pays. On a un peu de mal plutôt à avoir un article tout à fait équilibré sur ce conflit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'antisionisme? C'est d'ailleurs ce qu'avait très bien pointé Alain Finkielkraut au moment de la guerre du Liban, dans son livre La réprobation d'Israël, qui, comme beaucoup de ses livres, était très, très, très lucide et très juste. En 1983, c'est la remise en cause de la légitimité à l'existence. Israël est le seul pays qui, 70 ans après sa proclamation, continue à devoir répondre de son existence. On peut avoir des différends avec Israël, des différends, on peut être sévère avec sa politique, mais comment est-ce que on remonte toujours à la légitimité de son existence, et pourquoi est-ce que c'est le seul pays dont on questionne? Et c'est ça qu'a très bien compris le président, parce que vous me posez la question de la comparaison. C'était Emmanuel Macron qui, en tout cas, a fait adopter cette définition-là. Je crois que c'est très important de la comprendre dans sa profondeur. Alors cette définition qui fait beaucoup de bruit, bien sûr, si l'on parle d'autres sujets qui sont d'ailleurs souvent connectés, la lutte contre l'islamisme, la propagande antisémite, antisioniste. Peut-être quand même une réaction de Georges Bensoussan, l'historien. J'ai envie de savoir quand même s'il y a eu un régime, un président de la République qui a été vraiment au-dessus dans l'histoire de ces je voudrais revenir d'un mot sur la définition de l'antisémitisme qui a été adoptée par le Parlement français. C'est intéressant parce que dans ce qui s'est passé à Strasbourg récemment avec l'histoire de la Grande Mosquée et la subvention accordée par la mairie écologiste, il faut remarquer que cette même mairie écologiste a accordé cette subvention considérable. Bon, il est vrai qu'il y a un régime particulier, le régime concordataire en Alsace, oui, mais que c'est la même mairie qui, pratiquement dans le même temps, a refusé la définition adoptée par le Parlement français et a célébré le Yom HaShoah israélien sans la présence de la communauté juive. C'est très intéressant de mêler, de réunir ces trois faits-là. Vous dites très intéressant, mais inquiétant aussi. Par intéressant, vous qui, depuis une vingtaine d'années, dénonciez ces territoires perdus de la République. Les territoires perdus de la République sont très intéressants aussi à étudier. Et France Soumise, voie du refus. C'est ça, oui, intéressant. Vous savez très bien dans quel sens il faut le prendre. Bien sûr. Mais j'en reviens alors à votre question sur l'histoire française et Israël. Il faut savoir que le Quai d'Orsay a toujours été antisioniste. Toujours été antisioniste. Depuis l'origine, était hostile à la déclaration Balfour. Il y a deux exceptions. C'est la déclaration Cambon. On ne va pas faire un cours d'histoire ici en 17, c'est tout, par pur opportunisme. Pour des raisons quoi? C'est l'intérêt de la France. Dans pur opportunisme, ce serait trop long d'expliquer en 1917 ce qui s'est passé. Mais la parenthèse vraiment israélophile, c'est la 4e République et la SFIO. Là, vraiment, c'est une véritable histoire d'amitié. L'Exodus part de Sète avec la complicité du gouvernement français. Il est chargé avec des armes françaises, l'Exodus. Pas l'Exodus, pardon, le navire Altalena de Begin, qui arrive sur les côtes de Tel Aviv en juin 1948, est chargé par des armes françaises, de l'armée française, avec le feu vert du gouvernement français. Ça, c'est inimaginable aujourd'hui. Bon, mais
Bon, à part cette parenthèse-là, globalement, on a une ligne plutôt anti-israélienne. Et là où je rejoins Ilana Sicurel, c'est qu'il faut faire crédit à Emmanuel Macron, d'abord n'avoir jamais eu de politique anti-israélienne systématique, comme d'autres présidents dans le passé, je pense à Giscard d'Estaing par exemple, et d'avoir eu des mots très justes sur Israël comme sur l'antisémitisme depuis le début de son quinquennat. Je rappelle que c'est lui qui, au moment de la commémoration de la rafle du Veldiv, évoque l'affaire de Sarah Halimi alors que les pontes de la communauté juive avaient gardé un silence timoré. C'est très important ce que vous nous dites, Georges Bensoussan. Lui le dit. La Cour de cassation, d'ailleurs, je le rappelle pour nos auditeurs, doit peut-être statuer sur une possibilité d'un procès de l'assassin de Sarah Halimi. Oui. Ça, on en parlera évidemment sur Radio J, mais vous avez raison de rappeler cet épisode de l'histoire récente. Et j'ajoute qu'en juillet 2017, il introduit également cette idée que l'antisionisme est aussi une forme d'antisémitisme, l'antisémitisme en quelque sorte soft qui peut dire son nom, comme le disait Yankelevitch, c'est la possibilité d'être antisémite aujourd'hui malgré Auschwitz. C'est le plus net sur cette question, selon vous, Georges Bensoussan ? C'est probablement l'un des plus nets, très certainement, et il a une liberté de langage, une liberté de vocabulaire qu'il faut saluer. Les enfants d'Abraham, il est 21h47, nous sommes en direct, on parle d'Israël et c'est passionnant en compagnie de nos invités, nos 3 enfants d'Abraham, Ilana Sicurel, Martine Gozlan et Georges Bensoussan. On se marque une petite pause et on revient dans quelques instants. Les enfants d'Abraham, la suite de votre émission en direct, le débat sans tabou, dans la bienveillance évidemment qui convient à nos enfants d'Abraham qui sont aujourd'hui l'historien Georges Bensoussan, la députée Ilana Sicurel, la journaliste grand reporter Martine Gozlan. On parle d'Israël, on parle de la France et d'Israël. Ces sujets sont souvent liés finalement dans des problématiques évidemment de danger, de péril, de menaces. Je reste un instant sur cette question, bien sûr, qui est celle de l'histoire récente de la France et d'Israël. J'avais commencé cette émission en parlant d'un énième acte antisémite. Alors, c'est pas le plus grave qui ait eu lieu, mais c'est encore assez intéressant. Ces graffitis extrêmement orduriers contre Israël sur l'école Sciences Po, une école prestigieuse française. Alors, on a l'impression que cette histoire-là, l'antisionisme, ne finira jamais, mais qu'on a du mal à reconnaître aussi finalement quels en sont les nouveaux acteurs. Je ne sais pas si c'est votre sentiment, Martine Gozlan. Quand on s'est battu depuis tellement longtemps, comme Georges Bensoussan par exemple, hein, c'est pour dire les choses et pour dire le réel, effectivement, pour pas qu'il soit travesti, on doit se sentir un petit peu, et moi aussi, un peu là devant le retour du même. Hein. Et je ne dirais que des choses convenues. Finalement, des graffitis de plus, des vagues de haine sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'il y a un papier sur Israël, par exemple, même sur le site de Marianne, hein, tout simplement, ou même un papier qui n'est pas sur Israël et qui est sur le site et qui est, par exemple, il y a des trolls qui disent forcément avec le nom qu'elle porte et pourquoi ne rentre-t-elle pas chez elle. C'est moi, c'est vous chez moi. C'est voilà. Donc, si vous voulez, à certains moments, d'ailleurs, il y a quelques années, on avait fermé les commentaires. Mais bon, là, maintenant, tout est ouvert, tout se déverse. Et encore, bien sûr, c'est pas le pire. Donc, je suis assez dubitative sur la conversion des antisionistes en amant d'Israël. Non, je crois que ce qui a été extrêmement débattu toutes ces dernières semaines et tous ces derniers mois, c'est cette influence terrible des concurrences victimaires et de l'interdiction de parler de tel ou tel sujet. Et nous sommes effectivement... On a l'impression qu'on ne parle que de ça en ce moment, Martine. Les concurrences victimaires, le racisme, l'antisémitisme. Mais pourquoi, le champion, en fait, celui de la victime, et le championnat est lancé, en fait, depuis plusieurs années, mais ça pose des problèmes. Mais pour rester sur la question
question. Oui. C'est vrai que l'antisémitisme d'aujourd'hui, alors c'est pas devant Georges Bensoussan que je vais l'apprendre, c'est malheureusement, il a changé de couleur et de sens et de côté. Non, c'est toujours celui que nous dénonçons depuis 20 ans. Depuis 20 ans. C'est-à-dire celui que dénonçaient tous les acteurs de terrain avec lesquels Georges a travaillé en publiant en 2002 Les Territoires perdus. C'est-à-dire que lorsqu'il a lancé cette enquête, ces reportages en fusion, il a été accueilli, on sait comment, par le silence. En 20 ans, Georges Bensoussan, il n'y a pas eu de progrès. Qu'est-ce qui a changé? Il n'y a pas eu de progrès? Il y a eu quelques progrès quand même en 20 ans. Voilà. Là, cette réalité, maintenant, elle est admise, elle est quand même reconnue. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une très grande prudence de langage pour la désigner. Et on est frappé, là je rejoins tout à fait ce que dit Martine, on est frappé par le recul de la liberté d'expression en France. C'est quelque chose qui fait que si vous sortez de la doxa, c'est la 17e chambre qui vous attend. C'est la tempête sur les réseaux sociaux. C'est une bordée d'insultes. Alors vous ne supportez pas justement Georges Bensoussan pour avoir été échaudé la judiciarisation du débat dans tous les sens. Même s'il n'y a pas judiciarisation, c'est l'ostracisation, c'est la diabolisation. Il y a un recul de la liberté d'expression qui est fabuleux dans ce pays, fabuleux au pire sens du terme dans ce pays, quelque chose d'effrayant. Quand vous venez de l'étranger ou quand vous vivez un peu à l'étranger ou quand vous voyagez, enfin avant le coronavirus, quand vous voyagez beaucoup en Europe et quand vous rentrez en France, vous avez l'impression de rentrer dans un pays où réellement la liberté de débat, où l'intelligence a énormément reculé. On a évoqué le fait que tous ces débats politiques, enfin pseudo-politiques se résument aujourd'hui à des questions de racisme ou de genre, et le racisme d'ailleurs est résumé à quelque chose de tout à fait caricatural. On est dans un antiracisme qui a été totalement dévoyé sur le fond. Alors que la cause antiraciste, c'est une cause qui nous a tous réunis autour de cette table durant tant d'années. Et que ça reste notre cause. Mais aujourd'hui, c'est devenu une caricature. Alors, on n'a pas expliqué pour nos auditeurs, mais ils s'en souviennent, que vous aviez été aussi l'objet de procès tout à fait hallucinants il y a quelques années, que vous avez gagné d'ailleurs en première instance. Et en appel, autant le rappeler pour nos auditeurs. Peut-être un commentaire, Ilana Sicurel, sur cette question. La France, c'est vraiment en ce moment ce climat détestable, des débats violents, une racisation de la société. En un mot, parce qu'après je vous poserai la dernière question de l'émission. Oui. Bah, écoutez, toute exagération est insignifiante. C'est ça. Non, je pense que tout ce qui a été dit est évidemment juste, mais après c'est une question de ne pas en faire une généralisation. C'est-à-dire que moi, je partage tout à fait quelque chose qui nous vient d'outre-Atlantique, ce que vient de dire, puisque j'ai peu de temps, et peut-être j'aurai plaisir à ce qu'on recommence à parler de tout ça, parce que c'est éminemment complexe, et ce que vient de dire Georges Bensoussan est très important sur l'antiracisme. Évidemment que l'antiracisme est une cause qui nous rassemble et qui continue à nous rassembler, et ça va faire un lien avec Abraham, sûrement, sur l'humanisme, sur la croyance en l'homme. Et si vous voulez, ce qui est en train de devenir soi-disant l'antiracisme, c'est ce dévoiement qui consiste à dire, pour défendre la cause noire, faut être noir, et pour défendre les juifs, faut être juif, alors que Martin Luther King était entouré de juifs, évidemment, pour les droits civiques, que c'est toute la force et la beauté de l'antiracisme, c'est qu'on est prêt à se battre tous ensemble pour notre humanité commune et partagée. Et c'est absolument dramatique, et ça, c'est quelque chose qui progresse dans notre pays, qui, à mon avis, on a quand même des anticorps, un peu plus qu'outre-Atlantique. Ça vient des États-Unis, cette espèce de centralité de cette, comme vous disiez, c'est le concours Lépine de la victime. Et c'est ça et n'oublions pas que celle qui nous donne la plus grande leçon, c'est Simone Veil, qui a été victime par excellence, comme on peut pas imaginer, et qui, en sortant, d'abord, est allée construire l'Europe, et ensuite, c'était la première à dire, on doit tirer quelque chose de la Shoah, quelque chose qu'on peut s'appliquer à soi aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce qui, en l'homme, peut évoluer vers le totalitarisme. C'est-à-dire que même quand et elle refusait cette idée, en fait, que de s'installer dans ce rôle de victime. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire et qu'on pourrait s'appliquer à soi-même comme leçon morale? Quelle force de cette femme! Donc moi, je crois qu'on est effectivement dans une période très dangereuse, que notamment le monde intellectuel, le monde de la recherche est effectivement menacé, mais je crois qu'il y a, comme souvent d'ailleurs, aussi bien chez les chercheurs que dans la population en général, une masse de gens qui ont conscience de ces problèmes
mais qui sont un peu dans le milieu comme ça. Et vous avez des minorités agissantes qui prennent le pouvoir et c'est contre elles qu'il faut se prémunir. Et il faut avoir beaucoup de courage pour fédérer ceux qui voient les choses, qui nomment les choses. Et je voudrais, si vous me le permettez, rendre hommage effectivement à Georges Bensoussan parce que les territoires perdus de la République, quand il l'a écrit, il fallait un sacré courage. Et je crois qu'aujourd'hui, on nomme les choses. Ça ne veut pas dire que le phénomène n'est pas là. Quelqu'un comme Jean-Pierre Aubin qui rendra dans quelques jours son rapport au ministre Blanquer sur... On a quand même fait du chemin. Malheureusement, la réalité, elle a évolué. Et si on avait entendu Georges Bensoussan à l'époque, peut-être qu'on aurait pu se prémunir de manière plus préventive. Alors, on l'entend ce soir. Merci, Ilana Sicurel. Je vais poser ma dernière question, qui est un peu traditionnelle maintenant, sur un enfant d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire être un enfant d'Abraham pour vous, Georges Bensoussan? Après, je demanderai bien sûr à Martine et à Ilana. Alors, je savais que vous alliez me poser la question. Il y a eu des fuites. Ah oui, parce que je connais l'émission. Alors, je vous dirais que moi, les enfants d'Abraham, sont mes racines. Mais honnêtement, ça ne me dit plus grand-chose. Je préfère, ça va peut-être vous décevoir, je préfère être un fils de Diderot et de Spinoza. Ça me parle. Parce que ça rejoint précisément la notion d'universel qu'Ilana avait évoquée à l'instant. Martine Gozlan. Mais moi, ça m'a beaucoup fait rêver, mais je crois que l'héritage principal, c'est celui de savoir renverser les idoles. Et les idoles d'aujourd'hui, ce sont toutes ces contre-vérités et toute cette bien-pensance qu'on nous assène, parce que vous disiez que les choses ont beaucoup évolué depuis 20 ans, mais le sang a coulé depuis. Ouais. Les exils se sont multipliés. Les Juifs de France, un certain nombre de Juifs de France, des milliers, sont partis, ils ont laissé leur patrie natale. Donc voilà, il aurait fallu ceux qui ont tenté de briser les idoles et de remettre la vérité à sa place, ont payé le prix. Alors on va continuer. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'on est sur Radio J, c'est que dans cette atmosphère, j'ai très peur que les Juifs se replient sur eux-mêmes. Ça, c'est un péril. Ilana, pour finir. Oui, alors ça me permet de conclure. On va rappeler aux Juifs qu'ils sont aussi descendants d'Abraham et qu'Abraham, c'est celui qui l'ercléra, qui quitte l'idolâtrie, qui quitte le chez lui, qui quitte la tranquillité des certitudes qui menacent pour penser contre soi. Et c'est là qu'on voit qu'Abraham, eh bien, il nous donne cette leçon, en fait, où on va rejoindre Spinoza et on va rejoindre même Diderot à travers la leçon d'Abraham. C'est l'humanisme, de penser contre soi. Et les idoles, ça peut être aussi, toutes ces certitudes qui sont parfois aussi les réseaux sociaux dans lesquels on se calfeutre pour ne jamais être contredit par la réalité ou par les autres. Merci beaucoup Ilana Sicurel, Martine Gozlan, Georges Bensoussan d'avoir été nos invités ce soir, nos enfants d'Abraham. Cette émission s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, justement le mardi 20 avril. Dans quelques instants, ça va être de la musique un peu de circonstance. On en parlait tout à l'heure avec Israël Yom HaZikaron en compagnie de Avner. Très bonne soirée.